L'Ukraine a officiellement demandé à Israël d'arraisonner un cargo transportant ce que Kiev soupçonne être du blé ukrainien volé dans les territoires occupés par la Russie. Le vraquier battant pavillon panaméen, le Panor Mytis, transporterait plus de 6 000 tonnes de blé et 19 000 tonnes d'orge. Un nouvel épisode qui aggrave encore les relations diplomatiques entre les deux pays, car ces derniers jours, les autorités israéliennes ont déjà autorisé un navire transportant une cargaison similaire à décharger dans le port d'Haïfa. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha a déclaré mercredi que Kiev s'était officiellement adressé à Israël par les voies diplomatiques et juridiques, demandant que des mesures soient prises à l'égard du navire avant de poster un message sur X. Une manière de faire qui n'a pas du tout plu au ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui a critiqué la diplomatie de Twitter. Cependant, une source diplomatique ukrainienne de haut rang a déclaré à Euronews qu'Israël avait ignoré d'autres demandes transmises par voie diplomatique au cours du dernier mois et demi. Israël affirme désormais que la demande ukrainienne est en cours d'examen. Kiev estime qu'au moins 15 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont été volées par la Russie depuis le début de la guerre en 2022. Un incendie visible depuis l'espace, des routes et des cours d'eau contaminés par du pétrole. Dans la ville russe de Tuapse, sur les rives de la mer Noire, une catastrophe environnementale s'est produite à la suite d'une série d'attaques menées par des drones ukrainiens contre une raffinerie, assurent les autorités locales et le Kremlin. Ce n'est qu'après la troisième frappe menée ce mardi qu'un état d'urgence régional a été déclaré. Depuis, l'incendie a été maîtrisé et les fuites ont été stoppées, ont annoncé des responsables. Pour autant, les habitants se plaignent toujours d'une odeur persistante de brûlé. Les écoles et les crèches sont fermées et certaines zones résidentielles sont encore privées d'eau. Quelques 50 km de côte ont également été contaminés. Mardi, des drones ukrainiens ont également atteint la région de l'Oural en Russie. Le service de sécurité ukrainien a confirmé une attaque contre une station de pompage de pétrole de Transneft dans la région de Perm. Presque tous les réservoirs sont en feu, a-t-il été rapporté. Le même jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que selon les services de renseignement ukrainiens, à la suite de frappes à longue portée menées par les forces armées, la Russie aurait perdu entre 13 et 43% de sa capacité d'exportation de pétrole selon les régions. Les frappes contre les raffineries de pétrole russes constituent une réponse à l'agression de Moscou contre l'Ukraine et au bombardement de ces villes. Ces dernières 24 heures, une femme a été tuée et 2 autres blessées dans une frappe russe menée à Chotska dans la région de Soumy. À Odessa, un service hospitalier et des immeubles d'habitation ont été endommagés dans une frappe russe qui a fait 2 blessés. 2 hommes de confession juive ont été poignardés et blessés ce mercredi dans le quartier de Golders Green au nord de Londres. Un incident que la police a rapidement qualifié de terroriste. Selon le chef de la police métropolitaine, Mark Rowley, le suspect qui a été arrêté mais dont le nom n'a pas été divulgué possède un historique de violences graves et de problèmes de santé mentale. I'd like to praise the bravery of the police officers and members of public who were at the scene and responded. At 11:16 this morning, 2 men, aged 76 and 34, were attacked on Highfield Avenue in Barnet. They suffered stab wounds in the attack and are now being looked after in hospital. Keir Starmer a convoqué une réunion du comité d'urgence du gouvernement et a promis de s'attaquer aux racines de l'antisémitisme. There is now a police investigation, and I think we all need to do everything we can to support that investigation and be absolutely clear in our determination to deal with any of these offences, the like of which we've seen too much recently. Les autorités enquêtent pour déterminer si cette agression est liée aux récentes attaques antisémites à Londres. Le président américain Donald Trump a demandé mercredi à l'Iran de, je cite, se ressaisir rapidement et d'accepter un accord de paix, alors que les efforts de Washington et de Téhéran pour mettre fin aux hostilités semblent toujours dans l'impasse. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a écrit « Les Iraniens ne savent pas comment signer un accord sur le nucléaire ». Il ferait mieux de se ressaisir rapidement. Tout cela à côté d'une illustration du président américain tenant un fusil d'assaut avec un message clair, fini de plaisanter. Un deuxième cycle de pourparlers de paix devait avoir lieu à Islamabad le week-end dernier, mais Trump a brusquement ordonné à ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner de ne pas y assister. Il a en outre demandé aux responsables de la sécurité nationale américaine de se préparer à un long blocus des ports iraniens afin de contraindre Téhéran à renoncer à son programme nucléaire.
Citant des responsables anonymes, le Wall Street Journal a indiqué que Trump avait décidé lors d'une réunion lundi dans la salle de crise de la Maison-Blanche que la reprise des bombardements et le retrait du conflit étaient tous deux trop risqués. Il aurait déclaré au cours de cette réunion que la marine américaine continuerait à étrangler les exportations pétrolières clés de l'Iran jusqu'à ce que Téhéran accepte toutes les exigences de Washington. Le baril de Brent a fortement réagi à ces nouvelles ce mercredi, tutoyant presque les $120 en fin d'après-midi en Europe. Le roi Charles III d'Angleterre a salué les relations de longue date entre son pays et les États-Unis lors d'un somptueux dîner d'État à la Maison-Blanche mardi soir, dans le cadre d'une visite de 4 jours marquant le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. The story of Britain and America is one of reconciliation, from adversaries to the closest of allies, not always perhaps following the straightest path. Tonight, we are here to renew an indispensable alliance which has long been a cornerstone of prosperity and security for both British and American citizens. Charles III a également repris le ton de son discours précédent devant le Congrès, où il avait lancé une série d'avertissements nuancés appelant à la coopération internationale dans les affaires mondiales. In the immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people. Enfin, le roi a adopté un ton plutôt enjoué, moqueur et subtil à l'encontre de son hôte lui-même. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Trump, quant à lui, n'a pas semblé s'en formaliser, félicitant le roi Charles pour ce qu'il a qualifié de discours fantastique. Le roi quittera les États-Unis ce jeudi. L'UE doit traiter avec les États-Unis en tant que partenaire à part entière et non comme un partenaire subalterne, a déclaré ce mercredi à Euronews la vice-présidente du Parlement européen, Sophie Wilmès. Une déclaration faite alors que les dirigeants du bloc envisagent de durcir le ton vis-à-vis de Washington concernant la guerre au Moyen-Orient et les droits de douane. What is very important regarding the United States is that we are talking to each other as equal partner and not as a big brother against the little brother or the little sister. That's not the way I see things. Ce mercredi, le Parlement européen vote également sur le rapport 2025 de la Commission européenne sur l'état de droit. Il coïncide avec la première visite à Bruxelles du Premier ministre hongrois élu Péter Magyar, qui doit rencontrer la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en fin de journée. Sophie Wilmès espère que ce nouveau gouvernement remettra la Hongrie sur les bons rails, mais reconnaît que ça ne sera pas une tâche aisée. Au large de Rio de Janeiro, une scène inhabituelle se joue depuis quelques semaines. Le porte-hélicoptère amphibie français Dixmude côtoie les côtes brésiliennes dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc 2026. Plus de 150 jeunes officiers français qui terminent leur formation apprennent ici à opérer main dans la main avec leurs homologues brésiliens afin de renforcer les liens stratégiques entre Paris et Rio. Cette mission permettra surtout de faciliter le partage de connaissances et l'échange de bonnes pratiques en matière de technique, tactique et de procédures. Les objectifs sont multiples. Le premier, c'est de travailler notre interopérabilité entre donc, les forces armées brésiliennes et les forces armées françaises. Et le deuxième, c'est de travailler nos procédures conjointement pour être en mesure d'être projetés sur une opération aux côtés des forces armées brésiliennes. Avec cette mission Jeanne d'Arc, la marine française assure ainsi la sécurisation des zones d'intérêt immédiat de la France et de l'OTAN et maintient une capacité de réaction rapide dans cette région du globe. Mais cette opération n'est pas seulement bénéfique à la France, comme l'explique le capitaine Luiz Felipe de Almeida Rodrigues. Essa operação envolveu quase 2.000 militares, como eu disse, começou em atividades de treinamento ainda no complexo naval da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e depois com uma fase no mar, com os navios anfíbios e os navios escolta, as fragatas, e agora culminando com a operação anfíbia, onde tivemos esse desembarque. Si la mission évolue actuellement dans l'Atlantique, ça ne devait pas être le cas initialement. Lors de son lancement, c'est vers l'Indo-Pacifique que le porte-hélicoptère s'est dirigé.
Mais quelques jours après la traversée du canal de Suez, la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël au Moyen-Orient a contraint la marine française à revoir ses plans. Moins loin, moins longtemps et surtout moins cher. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques, une crise énergétique mondiale et une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat, les Français revoient leur projet de vacances à la baisse pour l'été 2026. Selon une étude IFOP réalisée par l'Alliance France Tourisme, seuls 37% d'entre eux se déclarent certains de partir contre 50% l'an dernier et 71% d'entre eux envisagent de rester en France en privilégiant notamment des solutions d'hébergement gratuit par des séjours chez des proches. C'est vrai que le choix de la destination, là, on réfléchit à 2 fois avant de partir quelque part quand même. L'avantage, c'est qu'on a une maison de famille et que du coup, ça minimise les coûts et les dépenses des vacances. On les a pris avant l'invasion américaine au Moyen-Orient, on va dire. C'était peut-être la première semaine où ça commençait à chauffer, donc les prix n'étaient pas encore à ce niveau. Face à l'inflation, les arbitrages financiers deviennent de plus en plus importants pour de nombreux ménages et le budget consacré aux vacances est en baisse. En moyenne, les Français prévoient de dépenser 1 530 € pour leur congé d'été, soit environ 150 € de moins qu'en 2025. Plus de 50% des Français envisagent de dépenser moins que l'an dernier sur les différents sujets, évidemment l'hébergement, la restauration, l'ensemble des dépenses sur place. Et d'ailleurs, c'est très sensible sur les dépenses faites sur place, peut-être plus que sur l'hébergement. 60% des gens pensent qu'ils vont réduire ces dépenses. L'accès aux vacances reste fortement marqué par les inégalités sociales. 84% des catégories aisées envisagent de partir contre seulement 58% des catégories modestes.